bien dans son job pour parler des enquêtes internes. On en a déjà parlé sur ce plateau, alors à travers une avocate qui était venue nous parler de ces sujets d'accompagnement, et on accueille Anne-Sophie Chéron. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour à vous. Très très heureux de vous accueillir. Vous êtes ingénieure, psychologue, clinicienne, cabinet Reversens. Parlons de ces enquêtes internes. D'abord, qu'est-ce que vous conseillez ? Il est utile de l'externaliser. Commençons par les choses très sensibles, enquête interne, cas de harcèlement, la RH est contactée. Est-ce qu'il est plus simple d'externaliser ? Alors, effectivement, donc, les enquêtes sensibles, c'est-à-dire où les faits rapportés peuvent être assez graves ou impacter, disons, des personnalités haut placées dans l'entreprise ou avec déjà des antécédents, par exemple, sont souvent externalisées. Donc, effectivement, c'est une démarche qui est plus simple que de le faire en interne. Absolument. Dans votre étude que vous portez et que vous avez développée dans un communiqué de presse, 9 professionnels sur 10 impliqués dans des signalements de harcèlement dans les 24 derniers mois. L'étude que vous portez, je la trouve absolument extravagante, décoiffante. On voit en fait qu'on a une explosion de multitude de cas de harcèlement, de violence, de tension. Vous le constatez ? Oui, absolument. En fait, dans l'étude, ce qui est intéressant aussi, donc, c'est le chiffre des 22%. C'est-à-dire qu'on a 22% des 2000 personnes interviewées qui expliquent qu'elles ont en fait été impliquées dans soit une enquête tous les 2 mois, soit 2 enquêtes par mois. Vous voyez ? Donc ça fait quand même 350 personnes qui rapportent ce genre de volumétrie. Donc effectivement, aujourd'hui, l'enquête interne, c'est devenu un sujet courant finalement pour les enquêteurs internes, c'est-à-dire les RH, les déontologues, les juristes, etc. 86% des professionnels interrogés déclarent avoir traité, supervisé ou audité moins d'un signalement au cours des 24 derniers mois. Je veux dire par là qu'on a l'impression que ce sont des cas isolés et que ce n'est pas vrai dans toutes les entreprises. J'ai le sentiment en fait que ces sujets de violence, de harcèlement sexuel, moral et tout autre sujet est en train d'être une véritable lame de fond dans les entreprises. Et c'est ce que vous constatez, et j'imagine que vous êtes débordé par les demandes d'enquête. Oui, absolument. En fait, nous, on a aussi la même courbe de croissance que celle des entreprises, puisqu'ils externalisent une partie. Et donc, on suit aussi l'augmentation de la volumétrie des prestations externalisées. Donc, voilà. Comment vous expliquez qu'il y a une telle augmentation de ces sujets ? On a le sentiment qu'on a beaucoup légiféré, il y a des lois qui encadrent sur le harcèlement sexuel, le harcèlement moral. Comment vous l'expliquez ? Je dirais qu'il y a deux sujets. En fait, il y a à la fois des canaux dédiés dans les entreprises pour remonter les signalements éthiques, donc depuis notamment la loi Sapin, 2016, dont on avait parlé juste avant. Mais il y a aussi un sujet d'augmentation, je pense, du nombre de situations qui est lié, à mon avis, à la dégradation du lien. Le lien, c'est le faire ensemble dans l'entreprise. Le lien, il faut savoir que c'est le premier facteur de protection de la santé mentale au travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites ensemble, même si dans le faire, vous avez des aléas, de l'augmentation de charges, quelqu'un qui n'est pas là, eh bien, le ensemble va protéger. Et donc, à partir du moment où, ce qui se passe aujourd'hui, en fait, finalement, c'est que le lien est de plus en plus attaqué dans les entreprises. On a de moins en moins de temps à lui consacrer. Clairement. Le numérique, isolement, télétravail. Oui, télétravail, parce que le télétravail attaque les espaces interstitiels. L'espace interstitiel, c'est les 30 secondes qu'on passe dans l'ascenseur avec quelqu'un quand on monte à son bureau. C'est le temps où on arrive en avance en réunion. Et le lien, le faire ensemble, se nourrit de ça. Donc, à partir du moment où le lien, finalement, on a moins de temps à lui consacrer, eh bien, il va moins jouer son rôle de protection de la santé mentale au travail et il peut même devenir nocif. C'est-à-dire que quelqu'un qui a moins de temps à consacrer au lien va se retrouver dans une situation, par exemple, de ne pas dire bonjour ou de faire un recadrage par mail un peu dur, alors que s'il avait pris le temps du lien, il l'aurait prévenu à l'oral avant. Et les choses se seraient passées tout autrement. Oui, exactement. Il y aurait un dialogue qui aurait été engagé, qui n'aurait pas empêché un mail de recadrage, mais du coup, il y aurait eu un espace d'échange avant. Je m'autorise, ça fait écho avec l'affaire Liana, où on découvre qu'un certain nombre de dossiers n'aboutissent pas, ne sont pas vraiment traités. On voit aussi que sur les dossiers qui sont considérés comme des dossiers d'enquête, de harcèlement, de cyberharcèlement, en fait, la moitié seulement aboutissent. Le reste, il n'aboutit pas parce qu'on n'a pas le temps de les traiter, ou en fait, il y a eu une exagération, un mensonge. Qu'est-ce qui fait ? Il y en a 50% qui disparaissent. Alors, c'est pas parce qu'effectivement, donc le chiffre, c'est que 41% des personnes interviewées déclarent que moins d'un signalement sur 2 aboutit à une enquête. C'est ça. Ça ne veut pas dire que l'entreprise ne fait rien. Elle va peut-être faire un plan d'action, une médiation, un recadrage, une séparation des parties, mais sans faire d'enquête. Donc, ça veut dire qu'on a un risque que le plan d'action, il agisse, mais il ne soit pas suffisamment ciblé. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme
comme ça. C'est en fait, il y a 3 obstacles qui sont rapportés dans le sondage. Il y a un sujet de méthode. Exact. 37% expliquent que en fait, l'absence de méthode ou le manque de robustesse de la méthode sont un frein au lancement de l'enquête. Il y a un sujet de charge de travail, parce que vous l'avez dit, il y a une augmentation de la volumétrie. Donc 29% déclarent que la charge de travail RH, notamment enquêteurs internes, est un sujet de frein. Et le dernier frein, c'est le manque de formation des enquêteurs internes. D'où la tentation, je dirais presque pour plus d'efficacité, d'externaliser, même pour des raisons de confidentialité, puisqu'en fait, les enquêtes internes faites en interne, il y a parfois des fuites, parfois des pressions. Ça peut être fait par les élus syndicaux, me semble-t-il. Là aussi, il y a des risques de fuite. Qu'est-ce que vous préconisez ? Effectivement, donc du coup, il peut y avoir une externalisation des enquêtes. Ça, c'est sûr que ça assure une confidentialité extrêmement importante de l'enquête. Oui, tout à fait. Ça peut être... c'est ce qu'on voit en tout cas aujourd'hui. Après, il faut voir justement ce que c'est qu'une enquête en fait, parce qu'une enquête, c'est un signalement qui peut faire 5 à 10 pages, mais qui peut aussi en faire 55. Ça peut être un plaignant, un mis en cause, mais ça peut être 3 plaignants, 2 mis en cause. Ça peut être 20 mails, mais ça peut être 140. Et donc, effectivement... Le traitement des données... Voilà, exactement. Donc, il y a quand même une volumétrie et une complexité qui est importante et qui, en tout cas, quand c'est en interne, est assurée par des gens dont c'est pas 100% le métier. Dont l'importance de le donner à des professionnels et pour garantir la méthodologie et la confidentialité. Ouais. Anne-Sophie Chéron, merci d'être venue nous rendre visite. L'étude, on la trouve chez vous Oui, tout à fait, sur le site www.reversance.fr. Étude complète, extrêmement détaillée, par catégorie professionnelle, par hiérarchie, avec toutes les questions, évidemment, qui sont soulevées à travers le sujet qu'on a évoqué en quelques minutes. Merci de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir. Vous êtes ingénieur et psychologue clinicienne chez Reversance. Merci d'être venu sur notre plateau. On tourne une page, sujet éminemment important, le chômage des jeunes qui vient de passer les barres des 21% de demandeurs d'emploi entre les 15-24 ans, tranche des 15-24, avec une réaction immédiate d'ailleurs du ministre de l'économie indiquant qu'il fallait agir. On en parle avec mes invités et notamment avec Solidarité Nouvelle face au chômage qui a bien porté un manifeste justement pour lutter contre ce chômage des jeunes. On en parle, c'est tout de suite, c'est le Cercle RH.